Depuis mai 2025, comme on a dit, la France a légalisé le crédit lombard adossé aux crypto-monnaies. J'imagine que vous avez déjà lu des articles dont le titre était «Secret des milliardaires pour ne pas payer d'impôts» ou un truc du genre «Ces milliardaires qui vivent endettés». Et dans ces articles, vous avez sans doute découvert que le mécanisme du crédit était très utilisé puisqu'il permettait d'éviter l'impôt. Concrètement, plutôt que de vendre une action ou de se payer un gros dividende ou des gros salaires, tout ceci étant imposable, ces personnes préfèrent emprunter de l'argent en mettant en garantie des actifs qu'elles possèdent, notamment des actions. L'exemple de Elon Musk, qui est souvent repris avec l'actualité récente, c'est de dire que le patron de Tesla met les actions Tesla en collatéral, donc en garantie, dans une banque, et la banque va lui faire un prêt. Et comme c'est un prêt, il n'y a pas d'imposition. C'est ce que l'on appelle le crédit lombard. Et je veux rebondir dans cette vidéo sur une actualité, puisqu'en France, à partir du mois de mai 2025, on a maintenant un cadre légal, donc on a légalisé le crédit lombard adossé aux cryptos. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour ceux qui détiennent des cryptos? Si vous avez du Bitcoin, au lieu de le vendre, et donc de payer la fameuse flat tax, pour pouvoir acheter je ne sais quoi, vous pourriez les garder, mais contracter un emprunt, une sorte d'emprunt hypothécaire, sauf qu'à l'inverse du prêt hypothécaire que tout le monde connaît, où vous mettez votre maison en garantie, en collatéral, là vous allez mettre vos cryptos. Ce sont des outils qui vont permettre de générer du rendement, de limiter son risque, et bien sûr de ne pas payer d'impôts. On va voir tout ça du coup dans cette vidéo. L'écosystème DeFi est extrêmement vaste. La DeFi, pour finances décentralisées, c'est un écosystème financier, un système financier parallèle du système traditionnel qui vit sur la blockchain. Il y a vraiment plein de choses à étudier. Et aujourd'hui, on va parler d'une partie de la DeFi, à savoir le crédit. Les objectifs de cette vidéo, ça va être de comprendre le fonctionnement du crédit lombard, comment sont sécurisés les prêts surcollatéralisés, et puis, bien évidemment, comme je l'ai dit, ce qui va intéresser, je pense, la plupart des gens, comment on peut générer du rendement avec ces fameux prêts surcollatéralisés, comment on gagne de l'argent en empruntant de l'argent. On parlera du coup de l'effet levier, comment limiter son risque et bien évidemment, comment éviter l'imposition. Sommaire de cette vidéo, je vous l'ai découpé en 4 parties. On va d'abord introduire les prêts hypothécaires pour familiariser ceux qui ne le sont pas avec le prêt le plus simple à comprendre qui se rapproche des crédits lombards. Ensuite, on parlera bien évidemment des crédits lombards, des prêts surcollatéralisés dans la DeFi, et puis on terminera par donner des exemples de stratégies et de cas d'utilisation. Je m'appelle Pascal Talarida, je serai du coup votre hôte dans cette vidéo. Je suis co-gérant de 73 Capital, Jarvis Network. Je travaille également pour Alira. Lorsque vous achetez de l'immobilier avec un crédit, la personne qui va vous prêter de l'argent prend tous les risques. Et donc pour limiter énormément ces risques, cette personne, donc le prêteur, en général une banque, va vous demander 2 choses. Un apport, mais également une hypothèque. Une hypothèque, c'est extrêmement simple à comprendre. Si vous ne remboursez pas ce que vous devez au prêteur, le prêteur a le droit de saisir votre bien, de le vendre, et le produit de la vente va lui permettre de rembourser en gros l'argent qu'il a investi en vous prêtant de l'argent. L'apport, c'est intéressant parce qu'en fait, il crée un phénomène de surcollatéralisation. Regardez, imaginons un bien de 300 000 $. La banque va vous demander un apport de 60 000 $, ce qui fait qu'elle va vous prêter 240 000. Sauf que vous avez une hypothèque sur l'ensemble de la maison qui vaut 300 000. Donc la banque ici, le prêteur prend très peu de risques, il vous prête 240 000, mais ils ont comme garantie un bien qui en vaut 300 000. Donc on voit bien ici que c'est surtout l'apport qui permet de réduire le risque pour le prêteur. Donc plus il y a de risques pour le prêteur et plus l'apport sera important, moins il y a de risques et plus petit sera l'apport. Et puis surtout ça crée ce système de surcollatéralisation, c'est-à-dire le fait que la garantie, la valeur de la garantie soit supérieure à la valeur de la dette. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder ça sous l'œil de l'investisseur immobilier, celui qui va acheter un bien pour pouvoir le louer et donc générer un rendement. Alors lui, le crédit hypothécaire, ça a les mêmes effets, ça lui permet du coup d'accéder à la propriété avec
un petit apport, mais on va ici plutôt parler d'effet levier. L'effet levier, c'est tout simplement l'idée de s'exposer sur des montants beaucoup plus importants que ce que l'on ne possède. Exemple ici, on achète un bien qui vaut 300 000 $, sauf que l'on n'a que 60 000 $. Donc on a un effet levier de 5. Ce bien à 300 000 $, je prends des chiffres un peu fictifs, on va le louer et imaginons que la rentabilité soit de 6% par an. Donc on va se dégager un revenu de 6% par an, donc fois 300 000, moins l'emprunt, donc 240 000 fois, imaginons 3% par an de taux d'emprunt, ce qui fait qu'on va dégager un revenu de 10 800, on va dire 11 000 $ par an. On avait un capital de 60 000, ce qui fait que le rendement sur ce capital est de 18%. Si on avait placé ces 60 000 $ sur des obligations ou directement sur un produit qui génère lui aussi 6% par an, on serait du coup très loin des 18%. Donc là, on voit que l'effet levier a permis de multiplier le rendement que l'on peut obtenir sur un capital. Donc le principe est extrêmement simple et logique. On a un collatéral productif, c'est-à-dire qui produit un rendement, et ce rendement est supérieur aux intérêts du crédit. Bon, alors par contre, j'ai extrêmement simplifié et j'ai fait une représentation volontairement simpliste. Un prêt immobilier, c'est un prêt amortissable. Et le problème, c'est qu'un prêt amortissable, ça signifie qu'il faut tous les mois rembourser les intérêts, mais aussi le capital. Or, dans le calcul précédent, je n'ai pris en considération le fait de ne rembourser que les intérêts. Donc si on reprend les chiffres d'avant, alors j'ai fait ma petite simulation, si on empruntait 240 000 $ à 3% sur 15 ans, ça fait qu'on a des mensualités de 1 600 $. Le loyer qu'on a calculé à 6% de rentabilité, ça ferait 1 500 $. Et donc, en fait, on a un revenu de moins 100 $ par mois, donc moins 1 200 $ par an. Et encore là, on n'a pas parlé des taxes foncières, des rénovations, du fait que peut-être on n'est pas de frais de locataire, etc., etc. Donc là, encore une fois, on est dans la simplification, mais c'était pour vous montrer que les prêts amortissables, ça ruine un tout petit peu le schéma que je vous ai présenté juste avant. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent. C'est vrai que là, on a l'impression qu'on perd de 100 € tous les mois, enfin 100 $ tous les mois. Non. En fait, ces 100 $, c'est tout simplement de l'épargne. C'est ce qui sort de votre poche, en gros, tous les mois. Donc, tous les mois, vous économisez 100 $, vous épargnez 100 $, donc 1 200 $ par an. Et si on fait le calcul final, dans 15 ans, au final, vous aurez bien gagné. Au bout des 15 ans, vous aurez donc payé 60 000 d'apport plus 298 000 $, donc il y a 240 000 empruntés et 58 000 $ d'intérêt. Vous aurez encaissé des loyers de 216 000. Là, encore une fois, on part du principe que c'est loué tous les mois, qu'il n'y a pas d'impôt, etc. On déduit tout ça, ça fait 142 000 $. Il nous reste ensuite la maison, l'appartement qui vaut 300 000 $. Donc, finalement, on a épargné pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on a un capital de 300 000 $ qui nous a en fait coûté 60 000 plus 148 moins 216, à savoir 142 000 $. 142 000 $, c'est ce que ça nous a réellement coûté. Et puis ensuite, une fois que le crédit est remboursé, après les 15 ans, ça va produire des loyers ad vitam aeternam sans qu'il y ait de coût de crédit. Donc au final, c'est plutôt pas mal. Le crédit amortissable, le problème, c'est que ça permet difficilement de générer des revenus tous les mois. Il faudrait du coup trouver un meilleur plan, donc soit un coût du crédit beaucoup plus bas, soit l'échelonner sur des plus longues durées pour réduire les mensualités tous les mois, ou tout simplement faire de meilleurs coûts, donc acheter bien moins cher quelque chose et le louer du coup à une valorisation super. Bref, ça c'est un autre métier, le métier de l'immobilier. Le crédit Lombard, le fameux crédit Lombard, c'est donc un prêt in fine qui est surcollatéralisé et dont le collatéral peut être un actif volatile. Ça peut être des actions, des obligations et depuis peu, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, en France et puis dans d'autres pays, mais en l'occurrence ici en France, des crypto-monnaies. In fine, on a dit tout à l'heure vite fait ce que c'était, c'est un prêt dont on ne rembourse que les intérêts. On doit rembourser le capital emprunté uniquement à la fin. Alors c'est un prêt, donc ça a une durée, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bref. Donc pendant 4 ans, on va tout simplement payer les intérêts, et puis à la fin de la 4e année, on va tout simplement rembourser son capital. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire une sorte de prêt perpétuel. Lorsque la période par exemple de 4 ans arrive à son terme, on peut très bien contracter un nouveau prêt, un nouveau crédit Lombard avec du coup ce même collatéral et utiliser ce prêt pour rembourser le capital de ce premier prêt et puis ensuite continuer à rembourser les intérêts tous les mois. Une sorte de roulement d'un prêt sur un autre. Et donc c'est comme ça qu'on peut, entre guillemets, avoir un prêt jusqu'à la fin des temps et uniquement n'avoir à rembourser que les intérêts. Je trouve que c'est assez génial.
Alors, un prêt surcollatéralisé, on en a plus ou moins parlé tout à l'heure sur les hypothèques, mais je vous rappelle, l'idée c'est de déposer une garantie, une hypothèque, on parle de collatéral. Donc on va déposer un collatéral en garantie dont la valeur doit rester tout le temps supérieure à la valeur de la dette. Ici dans mon exemple, on va déposer un collatéral de 100 dollars et on a une dette de 80 dollars. On est donc bien dans une situation de surcollatéralisation. Qu'est-ce qui se passe si la valeur de l'actif qui est en collatéral chute? Parce qu'après tout, on a dit qu'un crédit lombard, le gros avantage, c'est de pouvoir mettre en collatéral des actifs qui sont volatiles, des actions et notamment des cryptos. Et comme vous savez, ça monte, ça descend. Le problème à ce niveau-là, c'est que la personne qui a emprunté de l'argent n'a plus économiquement intérêt à rembourser sa dette. Après tout, pourquoi rendre 80 dollars pour ne récupérer que 60 dollars de collatéral? Ça n'a ni queue ni tête. Donc, le problème ici, c'est que la personne qui prête de l'argent prend un risque. Elle prend le risque que la valeur du collatéral passe sous la valeur de la dette. Bien évidemment, pour ça, on a une petite solution qui s'appelle la liquidation. L'idée de la liquidation, c'est de mettre en place un niveau de valeur à partir duquel il va falloir que la personne qui a emprunté de l'argent fasse quelque chose. Prenons l'exemple d'un niveau de liquidation à 90 dollars et disons que les actifs mis en garantie chutent à 86 dollars. Vu qu'on est sous le niveau de liquidation, celui qui a emprunté va soit devoir rajouter du collatéral. Il faut donc que la valeur de son collatéral, comme on a dit, soit supérieure à 90 dollars. Donc ici, il faudra qu'il rajoute au moins 4 dollars de collatéral. Soit de rembourser une partie de la dette. S'il rembourse une partie de la dette, ça va en fait faire chuter le niveau de liquidation. Par exemple, il pourrait rembourser 10 dollars, donc ne devoir plus que 70 dollars. Et le niveau de liquidation pourrait par exemple maintenant être de 83 dollars. Et donc, on serait bien en dessous du niveau de collatéral. Autre possibilité, si la personne qui a emprunté ne fait rien, qu'elle ne rembourse pas une partie de sa dette, toute ou partie d'ailleurs, ou qu'elle ne rajoute pas du collatéral, alors la personne qui a prêté l'argent a le droit de liquider le prêt. Comment ça se passe? La dette est annulée, donc concrètement le prêteur dit écoute, garde tes 80 dollars et moi je récupère ton collatéral, je vais donc le saisir. Le prêteur avait donc prêté 80 dollars qu'elle ne retrouvera pas, donc elle a une perte de 80 dollars. Mais elle récupère un collatéral qui en vaut 86 qu'elle va vendre, elle va donc récupérer 4 dollars. Et inversement, lui il a gagné 80 dollars, c'est le prêt qu'il a fait. Par contre, il perd son collatéral qui est de 86 dollars. Donc lui, il va perdre, non pas 4, mais 6 dollars. Je sais pas que j'ai mal calculé du coup mes petits chiffres et que c'est des opérations très compliquées. Bref, donc vous avez vu qu'encore une fois ici, il y a une sécurité pour le prêteur. Alors bien évidemment, le niveau de liquidation va dépendre de la qualité de l'actif. Il y a des actifs qui sont très volatiles, comme c'est le cas du Bitcoin, des actifs qui sont beaucoup moins volatiles, comme c'est le cas, par exemple, d'une obligation. Une obligation, je rappelle ce que c'est un prêt. Lorsque les États ou les entreprises veulent emprunter de l'argent, elles peuvent émettre des obligations. Donc, vous prêtez de l'argent à l'État français, il vous le rendra dans un an, il vous émet un produit qui s'appelle une obligation, qui a donc une valeur et qui est stable. C'est la valeur, en gros, de ce que vous avez prêté plus les intérêts. Donc, vous pouvez mettre en collatéral une obligation, c'est très peu volatile. Et par exemple, si vous aviez 100 dollars d'obligation, vous pourriez avoir un niveau de liquidation à 95 dollars. Parce que pour qu'une obligation chute de 5%, il faut vraiment y aller. Par contre, si on met en collatéral une action, donc on est un peu plus sur des montagnes russes ici, et si on dépose 100 dollars d'action, ici, on pourra dire que le niveau de liquidation est beaucoup plus bas, 70 dollars, pour qu'on ait justement le temps de voir venir les choses. Rappelez-vous que si la valeur du collatéral chute sous la valeur de la dette, celui qui a prêté de l'argent court un risque. Or, si on a des actifs qui peuvent varier de 20 ou 30% dans la journée, il faut avoir un niveau de liquidation qui soit suffisamment bas pour avoir le temps de saisir l'actif et de le vendre. Donc c'est pour ça que pour une action, j'ai pris l'exemple de 70 dollars. Donc ça veut dire concrètement que plus le niveau de liquidation est bas et moins on peut emprunter. Lorsque je mets en collatéral une obligation, je peux emprunter par exemple jusqu'à 95 dollars. Par contre, si je veux emprunter contre une action, je pourrais emprunter jusqu'à 70 dollars. C'est ce que l'on appelle la capacité d'emprunt ou la LTV, soit la Loan to Value. Concrètement, c'est le pourcentage du collatéral que l'on peut emprunter
au maximum, une sorte de ligne de crédit, si vous voulez. Donc quand on dit qu'on a une LTV, donc une loan to value de 80%, cela signifie que l'on peut emprunter maximum 80% de la valeur de son collatéral, ou qu'en gros on a une ligne de crédit de 80% de la valeur de son collatéral. Ou autrement dit, la valeur de la dette ne doit pas dépasser 80% de la valeur du collatéral, sinon on risque la liquidation. Un crédit lombard, c'est donc un outil qui est très utile et qui permet de ne pas vendre un actif quand on veut du cash et du coup de ne pas avoir à payer d'impôts. Concrètement, c'est ce que je vous ai dit en introduction, si vous avez 10 000 $ de Bitcoin et que vous avez besoin de 2 000 $ pour acheter, que sais-je, un voyage ou quoi que ce soit, et vous n'avez pas envie de vendre vos Bitcoins parce que vous pensez que le Bitcoin peut continuer à prendre de la valeur, continuer à battre ses all-time high, mais plutôt que de vendre pour 2 000 $ de Bitcoin aujourd'hui, de payer un impôt dessus, la flat tax à 30%, et d'avoir un manque à gagner, parce que si le Bitcoin fait x2 ensuite, les 2 000 $ que vous avez vendus, normalement, auraient dû valoir 4 000 $. Donc vous êtes doublement perdant, impôt plus manque à gagner. Au lieu de faire ça, vous pouvez les mettre en collatéral et emprunter du coup des euros. Et vous pouvez faire donc un effet levier avec une ou plusieurs boucles, ça on va voir ça juste après. Depuis mai 2025, comme on a dit, la France a légalisé le crédit lombard adossé aux crypto-monnaies, ce qui donc permet à n'importe qui de pouvoir le faire. Bon, maintenant, ça vient d'être légalisé, il va falloir attendre que tout ça se mette en place. En gros, ça crée un cadre légal pour les banques, pour les PSAN et autres entreprises financières qui vont aujourd'hui légalement pouvoir proposer des prêts adossés aux crypto-monnaies. Je trouve que c'est quand même un signal assez fort pro-crypto. On en a des tonnes des signaux depuis quelques années où on a une réglementation qui n'est pas là pour interdire mais plutôt pour encadrer. Donc je trouve que c'est extrêmement positif. Les cryptos, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, il y en a beaucoup qui sont des actifs productifs. On a dit tout à l'heure que c'est qu'un actif productif, en prenant l'exemple d'un bien immobilier qui est loué, ce sont des actifs qui vont générer un rendement. Par exemple, des actifs de stacking ou des real world assets tokenisés, c'est-à-dire des obligations tokenisées, etc. Dans la DeFi, on utilise aussi des prêts de type crédit lombard. On ne parle pas vraiment de crédit lombard parce qu'il y a quand même pas mal de différences. La première, c'est la maturité. C'est contre-intuitif, mais dans la DeFi, on n'a pas besoin de rembourser nos prêts. En théorie, on pourrait avoir des prêts qui durent toute la vie. Alors, je ne vais pas rentrer en détail du pourquoi, du comment, de la perpétuité des prêts dans la DeFi. Je garderai ça pour une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai un peu plus les mécanismes derrière les prêts dans la DeFi et ce qui permettrait d'expliquer cette espèce de sorcellerie. Autre grosse différence, pas de KYC, Know Your Customer. KYC, c'est une procédure qui est requise pour les banques et n'importe quelle entreprise. Elle doit connaître son utilisateur, son client, c'est-à-dire qu'elle doit vérifier votre identité, preuve de domicile, combien vous gagnez, enfin bref, vous savez quoi, créer un compte et puis justifier de qui vous êtes et de ce que vous faites. Dans la DeFi, non. Il suffit de connecter son portefeuille numérique à la plateforme, on dépose notre garantie, on emprunte, on part. C'est fini. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, et il n'y a aucun compte à créer, aucun papier à signer, quoi que ce soit. Et puis surtout, c'est non custodial. Non custodial, ça veut dire que personne, à part la personne qui va prêter et emprunter, n'ont la possibilité de récupérer la garantie. Lorsque je fais un crédit lombard, je vais donc confier mon collatéral, donc mes cryptos, à la personne qui va me les prêter, qui va me prêter l'argent. Maintenant, ce que fait cette personne, je ne sais pas. Elle pourrait d'ailleurs très bien prendre mon collatéral, le vendre, le prêter à d'autres personnes, enfin bref. Elle peut faire sa petite soupe. Moi, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Par contre, dans la DeFi, les garanties sont déposées dans une sorte de coffre-fort sur la blockchain, et il n'y a que 2 personnes qui peuvent accéder à ce coffre-fort. Moi, celui qui fait un emprunt, où je peux récupérer ma garantie lorsque je rembourse l'intégralité de mon emprunt, ou alors si je ne rembourse pas et qu'à un moment donné il y a une liquidation, puisque la valeur de mon collatéral chute sous le niveau de liquidation, alors lorsqu'il y a une liquidation, le collatéral peut être saisi. C'est les 2 seuls événements dans lesquels le collatéral peut être saisi. C'est pour ça qu'on parle de non custodial. Et puis enfin, il y a une dernière différence, c'est quand même les risques. Alors tout à l'heure, je parlais du fait que dans la DeFi, on soit non custodial, donc on n'a pas besoin de faire confiance à une personne, mais par contre, il faut faire confiance à un code. Et un code, donc ce qu'on appelle un smart contract, ça peut avoir des bugs. Et oui, malheureusement,
Il n'y a pas de code sans bug, en tout cas, il y a des bugs qui peuvent être très méchants et d'autres plus ou moins bénins. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on utilise la DeFi, on prend des risques. Donc il y a les risques de smart contract, et puis il y a les risques de dépendance, notamment avec les oracles. Les oracles, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais pour faire très brièvement, il faut que vous compreniez qu'une blockchain, c'est un ordinateur fermé, un intranet. En gros, tout ce qui se passe en dehors de la blockchain ne le sait pas. Donc, lorsque je veux emprunter du dollar contre du bitcoin, la blockchain ne sait pas le prix du bitcoin, la blockchain ne sait pas le prix du dollar. Il faut donc donner cette information à la blockchain. Et qui donne ces informations à la blockchain? Ce sont les oracles. Donc ce sont des points très importants dans la DeFi, très sensibles, et qui du coup également comportent certains risques. Et puis dernière grosse différence, ça je pense que c'est ce qui va nous rendre le plus triste, c'est que à l'heure actuelle, dans la DeFi, ce ne sont pas des crédits lombards. Donc on ne peut pas les utiliser pour échapper à l'impôt. C'est-à-dire que si vous empruntez de l'argent dans la DeFi, et non pas via un PSAN ou une entité qui utilise le cadre légal maintenant français du coup du crédit lombard avec les cryptos, vous paierez un impôt. Quelques petits exemples de plateformes où on peut faire des emprunts. Donc vous avez AAV, Euler. Alors on a déjà parlé de plusieurs cas d'utilisation. Accéder à la liquidité d'un actif sans qu'on ait à le vendre et qui ne crée pas un événement taxable. Utiliser l'effet levier, on en a brièvement parlé. Et du coup, je vais en reparler dans cette partie. Et on va également parler du fait de diminuer son risque. En quoi le crédit peut diminuer le risque? Alors pour utiliser un effet levier pour générer un rendement, imaginez le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un actif qui ne génère pas de rendement. Comment on fait pour générer du rendement tout en ayant du Bitcoin? On va partir du principe qu'on a 10 000 $ de Bitcoin. Et en fait, on va tout simplement faire un emprunt. On va emprunter 5 000 $ à 4%. Et puis ces 5 000 $, on va les investir à 10%. Alors vous allez dire, oui, c'est facile à dire, mais où est-ce que je peux investir ces dollars à 10%? On pourra reparler dans d'autres vidéos. Par exemple, on pourrait passer en revue les différentes stratégies qui existent. Donc là, c'est juste pour l'exemple. On emprunte à 4%, on investit à 10%, ce qui fait qu'en termes de revenus, on va générer 300 $ par an. Bref, on génère 3% sur notre Bitcoin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on utilise le prêt surcollatéralisé pour générer du rendement sur un actif qui à la base n'a pas de rendement. Et on peut faire la même chose avec un actif qui génère du rendement, mais on veut dupliquer, démultiplier ce rendement. Prenons l'exemple de l'Ether stacké. L'Ether stacké, c'est un actif assez particulier. C'est de l'Ether, mais qui génère 3% par an, parce qu'il est stacké. Alors 3%, c'est un exemple, j'arrondis énormément. Donc imaginons que l'on ait 10 000 $ d'Ether stacké. Ça nous rapporte donc 3% par an, soit 300 $. Pour gagner davantage de revenus, ce que l'on pourrait faire, c'est emprunter, là aussi, 5 000 $ à 4% et les placer, là aussi, à 10%. Du coup, quand on fait la somme de tout ce que l'on gagne et qu'on en soustrait ce que l'on paye avec l'intérêt, on se retrouve avec 600 $ de revenus, soit 6% sur l'Ether. On a multiplié par 2 le rendement que l'on a sur l'Ether. Alors, les deux stratégies dont je viens de parler, à titre d'information, ça fait partie des stratégies que j'utilise le plus souvent. La plupart de mes Ethers et de Bitcoin, même si j'en ai pas vraiment beaucoup, je les mets dans des protocoles pour emprunter des stablecoins, donc en dollars, et je vais ensuite investir ces dollars ailleurs, ce qui me permet de multiplier le rendement sur mes Ethers et sur mes Bitcoins, tout en gardant une exposition à l'Ether au Bitcoin. En faisant ça, si le Bitcoin et l'Ether fait x2, mon capital passera de 10 000 à 20 000, et puis j'aurai, tout en profitant de la hausse de ces actifs, généré un rendement. On a aussi l'effet levier avec des boucles, ou le looping en anglais. Ça aussi, une stratégie que j'utilise et qui est d'ailleurs très prisée par beaucoup d'investisseurs. L'idée est extrêmement simple. On va en fait emprunter un actif dont le prix est corrélé à celui du collatéral. Jusqu'à maintenant, je vous montrais des exemples où on empruntait des euros en mettant en collatéral du Bitcoin ou de l'immobilier ou des Ethers. Voilà, c'est différent. On va emprunter des Ethers en mettant en collatéral des Ethers qui sont stackés. Et oui, c'est possible. Alors là où c'est magnifique, c'est que l'Ether stacké et l'Ether, ça a le même prix. Quand ça monte, quand ça descend, ça descend. Alors bon, là je simplifie, il y a quelques petites différences de prix et il peut y avoir des choses qui peuvent se passer, mais
en théorie, c'est le même prix. Donc, ce qui signifie qu'on peut emprunter beaucoup plus d'argent. Là, par exemple, sur 10 000 dollars de collatéral, je pourrais emprunter 9 000 dollars d'Ether, voire même plus. Et surtout, je peux faire une boucle, c'est-à-dire qu'avec les 9 000 dollars d'Ether que j'emprunte, je vais pouvoir les stacker. Donc, ça va me rapporter 3%. Et comme je les ai stackés, je peux les réinjecter et à nouveau emprunter. Et c'est là que je fais ma boucle. Et je peux faire ça autant de fois que je veux, en tout cas, autant de fois que je peux. Dans mon exemple, on commence avec 10 000, on emprunte 9 000. Du coup, les 9 000, on les remet en collatéral, on emprunte 8 000. Du coup, les 8 000, on les remet en collatéral, on emprunte 7 000, etc., etc., etc. Là, avec mon exemple, j'ai été jusqu'à 1 000. Et donc, ça permettrait de générer 750 dollars de revenus, soit 7,5% de rendement sur de l'Ether. On est là encore très loin des 3% de l'Ether stacké. Ça, c'est ce qu'on appelle le looping, les boucles. Alors, quelques petits exemples dont on étudiera dans d'autres vidéos. Là, je vous le montre juste à titre d'information. N'ayez pas peur avec tous ces noms un peu bizarres. Mais là, par exemple, ce sont des stratégies sur un money market qui s'appelle Euler, comme le mathématicien Euler, et qui permet de faire des boucles. Et là, on peut faire une boucle avec un collatéral qui s'appelle l'USD 0++, et un stablecoin qui s'appelle l'USD 0. En faisant suffisamment de boucles, on obtient un rendement de 56%. On est également, alors moi personnellement je suis sur celle-ci et celle-ci également. Donc là on voit ici, on a un nom d'actif qui est très compliqué, PTCS USDO 19 juin, bref. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un stablecoin, donc c'est du dollar, qui génère à peu près 14% de rendement. Donc c'est du dollar productif, j'emprunte du dollar, de l'USDC, et en faisant suffisamment de boucles, ça permet de générer à peu près du 36-37% de rendement. Autre application, Contango, qui permet aussi d'automatiser ce genre de boucle. Ah oui, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que Euler et Contango permettent d'automatiser tout ça. Maintenant, je vous recommande pas l'automatisation puisque ça a pas mal de défauts. Il vaut mieux faire les choses manuellement, mais c'était juste pour vous montrer les exemples. Ici, par exemple, on a une forme d'Ether qui est productive. On emprunte de l'Ether contre ce collatéral productif, ce qui permet de générer 71% de rendement du coup sur de l'Ether. Et puis Solana, pourquoi pas, parce qu'après tout, il n'y a pas que l'Ether et que le Bitcoin. Là, vous avez la plateforme Camino, que j'utilise également, et qui permet également de faire des boucles. Là, on a la boucle B-Sol-Sol, qui rapporte en ce moment 62%. Alors c'est très élevé, mais c'est parce que, regardez, je vous ai mis un petit encadré ici, il y a ce qu'on appelle des incentives. Une incentive, c'est qu'en plus du rendement naturel, le rendement organique, la plateforme va vous donner son token. Et donc, le token, par exemple, ici, qui s'appelle le MMDE. Et grâce à l'émission de ce token, vous allez gagner davantage d'argent. C'est comme si lorsque vous avez votre immobilier locatif et que vous générez 6% par an, en plus de ça, vous récupéreriez des actions d'une SCI, et donc ça augmenterait du coup votre rendement. Prêter ou emprunter sur un marché monétaire comme ça peut permettre en plus de toucher des airdrops. Des fois, il y a des projets qui n'ont pas encore lancé leur token, et le fait de faire des boucles ou d'emprunter, de prêter, permet de gagner des points, et ces points nous permettront de nous qualifier à un airdrop, c'est-à-dire recevoir plus tard un cadeau, un token qui aura une certaine valeur. Emprunter pour limiter son risque, on terminera avec ça. Comment on fait pour limiter son risque? C'est parce que ça aussi, c'est pas très intuitif. Alors, ça aussi, je le fais assez souvent. Imaginons que j'investisse dans un actif que j'estime être relativement risqué, mais j'ai vraiment envie d'investir dans cet actif parce que ça rapporte pas mal pour X ou Y raison. Comment est-ce que je fais pour limiter du coup mon exposition à cet actif? Imaginons que j'ai 10 000 dollars de cet actif, je vais tout simplement emprunter 8 000 dollars, pardon, à 4%, et je vais investir ces 8 000 dollars ailleurs. Bon, c'est pas très différent de ce que je vous ai montré avant, mais encore une fois, on va changer notre angle de vue. En fait, si mon actif est risqué et qu'effectivement il y a un problème et que mon actif va à zéro, quelle sera ma perte? Je vais perdre 10 000 dollars, oui, sauf que si ça va à zéro, je ne vais pas rembourser mon emprunt. Je vais donc garder les 8 000 dollars, donc en fait je ne perdrai que 2 000. Donc mon risque ici n'est que de 2 000 dollars. Alors, si je fais ça, ça veut dire que la personne qui m'a prêté mes 8 000 dollars ne les récupérera pas. Et donc, il y a quelqu'un qui va ici perdre 8 000 dollars. Alors, vous pouvez dire, oui, mais ça c'est dégueulasse. Eh ben non, parce qu'en fait, la personne qui prête les 8 000 dollars en acceptant ce collatéral, elle sait que le collatéral est risqué. Donc, elle sait qu'elle a un risque de perte
de l'intégralité de ce qu'elle a prêté. Donc on est dans la rencontre de deux personnes, moi qui veux limiter mon risque, donc j'emprunte et je paye 4% par an à cette personne qui, elle, veut par contre et accepte de supporter ce risque. Ça aussi, je le fais de temps en temps sur les actifs où je suis pas très, on va dire, serein, mais j'ai quand même envie de m'y exposer et que j'ai envie de limiter mon risque. Bah, du coup, c'est ce que je fais. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. S'il y a des questions vraiment intéressantes, j'essaierai d'en faire un mix et de faire une réponse en vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne continuation.